Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, pour cette nouvelle séance de guidage de lecture, je reprends donc la suite de ce qu'on avait vu la dernière fois. On est dans le chapitre 4. Seth venait de parler de la succession des réincarnations, en tout cas la vision que nous, on pouvait en avoir, de se dire que chaque vie multiple à travers l'histoire, en fait, suivait une succession à travers l'histoire. Et lui disait que c'était absolument faux. De même que des actions ne sont pas liées les unes, une vie par rapport à une autre. Il disait qu'il est donc faux de supposer que vos actions dans cette vie sont causées par une existence précédente, ou que vous êtes puni dans cette vie pour des crimes que vous avez commis dans d'autres vies. Voilà, les vies sont simultanées. Donc ça, c'était pour moi vraiment quelque chose d'important sur lequel j'avais insisté en disant que c'était, à ma connaissance, assez unique dans la manière dont Seth présentait la notion de réincarnation. Alors déjà que dans nos sociétés occidentales, la notion de réincarnation est pas forcément admise spontanément, mais en plus, Seth va plus loin dans son explication et donne ces petits détails en disant voilà comment se construise exactement la vie avec le regard de l'entité qui a cette vision sur toutes ces vies qui se déroulent en même temps finalement. Et donc on enchaîne dans le paragraphe suivant où il va dire votre personnalité multidimensionnelle, donc ce qu'il appelle l'entité dans la plupart de ses textes, a le don de pouvoir vivre ses expériences tout en maintenant sa propre identité. Ça ne perturbe pas l'entité de manière générale d'avoir cette multitude d'expériences simultanées dans des contextes simultanés avec des rôles simultanés. Si on reprend la similitude des pièces de théâtre, c'est comme si un acteur en fin de carrière, il faisait un peu le résumé de tout ce qu'il avait vécu comme film, pièce de théâtre, peu importe ce qu'il fait, téléfilm, etc. Tous les rôles qu'il a joués, il en a conscience. Mais ça ne l'empêche pas d'être lui-même, de ne pas se confondre avec un de ses rôles, de garder finalement sa propre identité, de savoir qui il est en tant qu'être humain. C'est c'est la meilleure similitude que je trouve là avec cette idée d'une entité qui va vivre plusieurs vies simultanément en plus, mais il sait en permanence qui il est exactement. Il sait que c'est un rôle qu'il va aller explorer à chaque fois dans chacune de ses personnalités. Les différentes pièces auxquelles elle participe ont bien sûr un effet sur elle. Cette personnalité multidimensionnelle explore à travers différentes vies des possibles, et il y a un lien direct, c'est-à-dire que en même temps, elle sait exactement qui elle est en tant qu'entité, et elle sait en même temps qu'elle est en train d'expérimenter justement, c'est une partie d'elle-même. Chaque personnalité est une partie de son expérience. Si on reprend la similitude avec un acteur, bien sûr que chaque rôle que va jouer un acteur peut le changer, peut l'affecter, peut le nourrir, il y a des acteurs par exemple pendant 20 ans de carrière, ils vont faire que des rôles comiques. Puis à un moment donné, ils se disent mais non, finalement, j'ai envie de jouer aussi autre chose, j'ai envie de jouer des drames, j'ai envie de jouer des thrillers, j'ai envie de jouer un policier, j'ai envie de jouer... Et alors des fois c'est compliqué parce qu'il faut convaincre les producteurs, il faut convaincre les scénaristes. Je suis pas exactement dans ce milieu-là, je connais pas très bien. C'est-à-dire qu'il va changer justement ce qu'il avait l'habitude de faire. Il va changer complètement de catégorie de rôle. Je pense que Seth nous parle de ça à cet endroit-là, en disant justement que chacun des rôles qu'on va avoir influence qui on est. Ce qu'on a envie d'expérimenter va influencer les choix qu'on fait. Donc l'entité va avoir différentes envies.
Seth explique à un autre moment, par exemple, qu'il y a des entités qui vont rester principalement sous forme de femmes, ou, au contraire, quasiment que des hommes. Et que seulement une ou deux vies, ils vont expérimenter l'autre sexe pour justement contrebalancer, pour comprendre la différence, pour aller dans une diversité des expériences. Et bien là, ça peut être la même chose. Et d'ailleurs, un acteur mâle peut très bien jouer aussi des rôles de femmes, éventuellement. Et donc, c'est cette finesse d'expérimentation, justement, qui fait qu'il y a un lien dans les deux sens. Le fait que l'entité, au départ, a son identité, sa personnalité, son fonctionnement, va induire des choix particuliers de rôle qu'elle va jouer. Comme un acteur, s'il est attiré au début par le comique, il va jouer du comique. C'est parce que spontanément, c'est ce qu'il a envie de faire, de transmettre au reste du monde. Excusez-moi, un petit chat dans la gorge. Et puis, à un moment donné, il va se dire, je suis peut-être allé trop, ou j'ai suffisamment, en tout cas, expérimenté tel ou tel type d'expérience. Je vais changer complètement. Je veux augmenter ma créativité, ma manière de jouer, de rentrer dans ce rôle. Et je pense que cette similitude, justement, avec les pièces de théâtre, elle est très juste, parce que c'est, à mon avis, comme ça que je comprends. C'est-à-dire une entité qui va se dire à un moment donné, voilà, dans mon panel d'expérience, ah ouais, j'ai pas du tout fait une vie compliquée dans la pauvreté ou dans un pays en guerre ou voilà, il y a certaines expériences que j'ai pas encore fait. Et quelque part, en tant qu'entité, j'ai envie de les vivre. J'ai envie de comprendre ce que ça fait, de jouer ce rôle-là. Ou voilà, j'étais que un homme, je vais enfin vivre une vie de femme, ou l'inverse, ou justement un transgenre pour expérimenter. Enfin, il y a toutes les possibilités possibles. Hein. Et c'est comme voilà cette similitude avec un acteur qui se dit, un acteur, voilà, je vais faire évoluer, je veux grandir, je veux gagner en épaisseur, en variété de ce que je peux jouer et expérimenter. Donc cet exemple que Seth a utilisé depuis le début du chapitre 4, il est loin d'être anodin, je pense. Effectivement, on peut facilement comparer une entité avec toutes ses personnalités à un acteur avec tous ses rôles. À plein de niveaux différents, ça a beaucoup de sens, en tout cas. Et justement, au fur et à mesure que l'entité va expérimenter des rôles différents, eh bien ça va la nourrir, ça va lui faire peut-être donner envie d'expérimenter encore autre chose, de choisir un nouveau rôle. Décidément. Et donc, les deux se nourrissent l'un l'autre. Un nouveau rôle va induire peut-être une nouvelle envie, une nouvelle expérimentation, même plusieurs, où ça va partir sur tout un nouveau champ d'expérimentation. Et toujours l'entité qui choisit, qui dit voilà ce que j'ai envie au départ d'expérimenter, mais elle ne sait pas exactement comment ça va se passer. C'est pour ça que je dis que les deux se nourrissent l'un l'autre. Le choix a priori de l'entité peut être complètement transformé par l'expérience qu'elle va vivre dans un rôle, qui va lui remettre de la nourriture pour changer quelque chose dans son expérimentation. À un moment donné, Seth explique à Robert, donc le mari de Jen, je crois qu'il lui dit, alors je sais plus exactement l'exemple, mais il lui cite un métier, en disant, voilà, si demain vous vouliez, alors je sais plus, quelque chose dans lequel il serait pas du tout à l'aise, je sais plus, marin-pêcheur, je dis vraiment quelque chose au hasard, il dit, vous ne pourriez pas le faire comme ça directement, parce que c'est quelque chose que pour le moment vous n'avez jamais expérimenté dans aucune des vies. Et ça veut dire que on ne peut pas s'improviser tout d'un coup et devenir bon en une seule expérience. C'est comme si, effectivement, d'ailleurs c'est comme ça que je l'expliquerai aujourd'hui, Mozart ou Beethoven, voilà, des génies de la musique, ça peut pas être en une seule vie. Je crois Mozart, je crois qu'il commençait à jouer à 5 ans, il me semble, du piano. Ce n'est pas possible dans une seule vie. Pour moi, c'est une évidence, cet exemple.
qu'on arrive sur Terre avec déjà une expérience, avec déjà un savoir-faire, quelque chose dans lequel, pourquoi on serait bon dans un savoir-faire? Ça peut pas être quelque chose de l'ordre de l'inné. On peut avoir des facilités, je sais pas quoi, de mémorisation, ça c'est le fonctionnement propre au cerveau, la manière dont le cerveau fonctionne. Mais d'être doué spontanément pour la musique et de savoir très rapidement jouer du piano bien mieux que tout le monde, pour moi, j'ai du mal à l'expliquer autrement que justement par ces réincarnations, par ces vies multiples, par le fait qu'on cumule des expériences et que on a expérimenté dans une vie quelque chose où on n'était pas forcément très bon, mais on se dit j'ai envie d'aller plus loin. Et donc le fait de réexpérimenter, alors comme tout ça est simultané, c'est ça qui est toujours compliqué dans le discours, comme tout ça est simultané, c'est-à-dire que toutes les vies en même temps vont augmenter leur niveau. Mais c'est le fait de la répétition dans des vies différentes qui fait que globalement l'expérience et donc la qualité, les capacités, les connaissances qu'on a dans telle ou telle matière vont augmenter. Seth dira souvent, c'est l'intensité finalement qui compte plutôt que le temps. Le temps, il en parle souvent en termes, le temps et l'espace, il en parle en termes d'intensité. Intensité d'émotion, intensité des ressentis, intensité de l'énergie qu'on met à faire quelque chose. Donc, plus on mettrait, nous, physiquement, de temps à être plongé dans une expérience, plus ça se rapproche, tout ça, c'est que des similitudes. Dans un monde non physique, ce serait quelque chose de plus intense, simplement. Sans marquer de temps. Voilà, juste un petit aparté par rapport à ça, mais ça veut dire que l'exemple de Mozart, c'est qu'a priori, il est en train d'expérimenter plusieurs vies en même temps, où il est musicien, a priori, et notamment le piano. C'est ça qui crée des génies, à mon avis. C'est ça qui peut permettre d'aller très très loin dans les capacités humaines sur vraiment une partie très précise. Donc, j'en parlais par rapport à la phrase là où Seth disait que les différentes pièces auxquelles elle participe ont bien sûr un effet sur elle, donc c'est cet aller-retour, ça se construit en même temps que l'entité fait ses expériences. Voilà, les deux se construisent en même temps. Et pour terminer ce paragraphe, il dit « Il se produit une communication instantanée, bien entendu, ou, si vous préférez, une rétroaction instantanée. » Pourquoi il change ce mot ? Pour essayer de caler à ce que nous on peut comprendre en termes physiques. Donc une communication instantanée, bon, pour moi ça me parle. Si on reprend l'idée du schéma que j'avais présenté il y a quelques séances, on avait l'entité avec un lien, donc c'est vrai que moi je dessine ça souvent un peu sous forme d'un poulpe un peu, enfin il y a une sorte de tête avec un peu des tentacules pour montrer qu'il y a ce lien. Et donc ce lien justement, pourquoi je le dessine ? Parce que c'est cette communication, c'est cet échange en permanence. Dans un sens, l'entité peut envoyer à sa manière des informations qui vont à l'entité, à la personnalité, si je me mélange dans les mots, ça va pas vous aider à comprendre. Donc il fait ça avec chaque personnalité. Et puis en même temps, il y a un retour, c'est-à-dire que cette communication remontante, l'entité se nourrit en permanence de toutes les expériences qu'il est en train de vivre dans chacune de ses personnalités. Et c'est pour ça que je pense qu'il utilise ce terme de rétroaction instantanée. Rétroaction, je vois comme c'est le retour d'informations, de retour à l'entité. Comme s'il y avait une sorte de boîte noire qui contenait toutes les informations. Et à chaque fois qu'une personnalité vit quelque chose, hop, il y a un canal et ça remonte. Donc l'entité est en permanence au courant de tout ce qui se vit dans toutes ces personnalités différentes, en fait. C'est comme ça que je le comprends. Voilà, il se produit une communication instantanée, donc on voit que c'est dans les deux sens, ou si vous préférez, une rétroaction pour inciter sur le fait de la remonter, puisque là, il disait que les différentes pièces nourrissaient, quelque part, influençaient l'entité. Et on arrive là sur un paragraphe très important, qui précise que ces pièces ont un but.
Voilà. Ces pièces ont un but. Quelque part, Seth est en train de parler du sens de la vie. Pourquoi on est sur Terre? Pourquoi on est en train de vivre ce qu'on vit? Quel est le sens de tout ça? C'est quand même une question qu'on se pose en général au moins une fois dans sa vie. Pourquoi je suis né? Pourquoi je grandis? Qu'est-ce que j'expérimente? Pourquoi il m'arrive des choses que je considère comme étant tristes, dures, compliquées? Bon, j'ai quand même des bonheurs. Qu'est-ce que je peux faire pour grandir ces bonheurs, les trouver plus souvent? Et puis finalement, à la fin, on sait qu'on meurt. Donc quand on regarde juste à l'échelle, nous, de notre vision en tant que personne humaine, on peut se poser la question, est-ce que tout ça a un sens? On expérimente quelque chose, et on meurt. Et quand j'entends des personnes dire, on n'a qu'une vie, donc, voilà, c'est cette réflexion-là. On n'a qu'une vie, donc quand le corps meurt, ma conscience meurt. C'est-à-dire que tout disparaît, tout s'arrête, c'est un grand néant. Alors effectivement, si on voit la vie comme ça peut faire peur, oui. La manière dont Seth présente les choses, donc depuis plusieurs séances maintenant je présente, c'est vraiment radicalement différent. Lui dit que au départ c'est la conscience qui crée tout, qui crée la matière, dont notre corps humain, dont notre expérience, dont tout ce qu'on est en train de vivre, et qu'en plus elle va en créer plusieurs de ces scènes, c'est ce qu'on voit depuis le début du chapitre 4. On a donc plusieurs vies réincarnationnelles. Ce qui fait que chaque vie, on meurt, mais il s'est passé quelque chose avant, entre guillemets, au sens du temps physique. On a effectivement toute une expérience à vivre. Il se passe des choses, très bien. À la fin, on meurt. Mais ce n'est pas la fin, c'est un passage. C'est-à-dire qu'on quitte cette enveloppe pour reprendre conscience que nous sommes finalement une entité, que c'était une de nos expériences parmi d'autres, que nous sommes conscients au départ, c'est notre identité profonde, c'est ce qui fait que nous sommes nous. Et ça on peut pas le détruire. Notre conscience ne peut pas être détruite, annihilée, brûlée, aucunement. C'est impossible. Donc on est juste là pour expérimenter, grandir, choisir différentes expériences. Et Seth dit donc que chacune des expériences, des pièces de théâtre, des personnalités qu'on va jouer, avec toute cette variété de rôles, tout ça a un but. Il dit, la personnalité multidimensionnelle y apprend en agissant. Donc l'entité apprend au fur et à mesure que ces personnalités agissent, font, expérimentent, sont dans la matière, et d'ailleurs pas que, puisqu'on peut avoir aussi des personnalités qui ne sont pas dans des mondes physiques. Donc on a une double expérimentation. De ce que j'en comprends, là c'est avec mes moi. En tout cas, il y a cette expérimentation terrestre à un moment donné, et puis après, il y a d'autres expérimentations qui ne sont pas dans un monde physique, en tout cas. Donc peut-être terrestre si ça a du sens, puisque l'espace n'existe pas non plus finalement. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. En tout cas, nous sommes en train d'expérimenter quelque chose. Là, tout de suite, moi, Laurent, je peux facilement croire, c'est ce qu'on fait spontanément, que ma vie est telle que je peux l'apercevoir, ma naissance que je connais, mon passé que je connais, le temps présent que je suis en train de fabriquer, mon futur que j'imagine, vers une mort que je ne connais pas, et que ce serait ça ma vie. Eh bien non, c'est juste donc une des expérimentations multiples, un des possibles, une des variétés de choix d'expérimentation que veut faire mon grand moi, mon entité, ma personnalité complète. On peut l'appeler d'une différente manière. Là, il vient de l'appeler la personnalité multidimensionnelle.
La notion de multidimensionnel, j'en avais parlé dans une séance précédente également, pour dire un peu à quoi ça pouvait correspondre. C'était au début du chapitre 4. Donc, elle est venue ici pour apprendre en agissant. Apprendre en agissant. L'expérience du vécu qui compte, qui n'est pas l'expérience d'une transmission, d'un texte, quelque chose de théorique. On a besoin d'expérimenter, de vivre concrètement, nous, en tant qu'entité, des vies en tant que personnalité, on va dire ça comme ça, en tant qu'être humain différent. Et c'est le fait d'agir qui nous fait comprendre quelque chose. On apprend en agissant. Le but de la vie serait d'agir. D'agir comment ? Là, ça ouvre tout un champ des possibles. Il y a bien sûr une éthique à avoir. Il y a une sorte de règle de jeu, de respecter la vie notamment, des grandes règles. Mais on est là pour découvrir à travers les différentes expérimentations, déjà que nous sommes plus que ce que nous pensons être, à mon avis, et puis de compléter nos compétences, nos connaissances. Mozart a voulu expérimenter, ou Beethoven, ou les grands artistes veulent expérimenter une sorte de quintessence dans leur domaine de prédilection. Ils vont assister plusieurs vies pour développer des compétences particulières dans un domaine précis. Et aller au bout de ce qu'on peut expérimenter, par exemple, dans le domaine musical. En tout cas, une manière d'aller au bout de cette représentation musicale. Mais peut-être, là j'en sais rien, c'est vraiment une idée comme ça, que Mozart est actuellement présent, peut-être à nouveau un musicien, où il va bientôt peut-être revenir dans une 10, 20, 30, 30 ans, 40 ans, et il sera un nouveau musicien, et il ira encore plus loin, mais expérimenter un autre domaine de la musique, complètement différent. C'est toute cette façon de revoir la vie qui, moi, me semble intéressante pour expliquer certains phénomènes qu'on peut voir de la vie de tous les jours qu'on n'arrive pas forcément à expliquer autrement, et surtout pour alimenter cette réflexion qui est très personnelle. Là, je vous donne la mienne, mais bien sûr chacun fait comme il veut, de se dire mais pourquoi je suis là ? Qu'est-ce que je fais sur Terre, là, en ce moment ? À quoi bon ? À quoi ça sert ? Moi, ma réponse, pour le moment, c'est de me dire que tout ce que j'expérimente me nourrit de manière beaucoup plus profonde que ce que j'imagine, et que tout ce que j'ai déjà comme compétence, je me rends bien compte que j'ai des points forts dans ma vie, il y a des choses que je sais faire beaucoup plus facilement. Ça doit correspondre à des choses qui sont développées par ailleurs dans d'autres vies. Donc là, est-ce que je continue à les alimenter ou pas dans cette vie ? Peu importe. Ça, c'est mon choix de cette vie-là, de continuer à développer ou d'aller expérimenter des choses différentes. Mais j'essaie de suivre justement ce que j'ai l'impression d'avoir en moi envie d'expérimenter. Et là, ce serait pour revenir à l'explication juste avant, quand je parlais de communication entre l'entité et les personnalités. Là, pour moi, mon entité, elle peut avoir un rôle, dans une certaine mesure, pour essayer de me guider. Ce qui peut être l'intuition, ce serait le message descendant de mon entité, de mon moi intérieur entier, profond, complet, qui essaie de me guider en disant, là, dans cette village, essaie d'expérimenter plutôt telle chose ou telle chose. Essaie de te spécialiser un peu là-dessus, continue à explorer ça. Parce que, après mon vécu, va la réalimenter. Donc là, on parle bien de communication, c'est-à-dire un échange dans les deux sens. Et ça, pour moi, c'est effectivement ce qui peut être de l'ordre de l'intuition, de la créativité, des rêves, de ce que j'en comprends, de mes envies profondes. Pas les envies un peu comment on dirait, les caprices, quelque chose, je veux manger un croissant, tiens, je veux voilà, des sortes de trucs un peu comme ça, un peu compulsifs. Là, je parle de choses plus profondes qui m'animent
et qui me nourrissent au-delà d'un petit caprice, je vais manger une mousse au chocolat parce que c'est bon, ok. En quoi ça va vraiment nourrir ma personne en tant que telle sur le long terme, hein. Là je vous dis juste quelques éléments comme ça pour moi, ce qui me parle, hein. Donc on est en tout cas dans cette recherche d'expérimentation. Pour moi, la vie, c'est exactement ça, d'expérimenter, mais ça me donne du sens à moi, de savoir que déjà, je peux être nourri par mon entité, c'est-à-dire que je peux faire plus facilement confiance dans mon intuition, parce qu'il n'y a aucune raison. Là, je sais plus, c'était un peu un sketch. Ah oui, c'était... je crois que j'en ai pas encore parlé. Bachar, je crois pas en avoir parlé, qui disait une fois comme ça, un peu en blaguant, il disait, mais vous imaginez peut-être que toutes vos intuitions, c'est quelqu'un qui serait au-dessus de vous, qui vous guiderait, en disant, tiens, vas-y, va par là, puis il se marre, puis vas-y, tu vas te planter, vas-y. Si vraiment nous sommes en communication en permanence avec notre entité, quel intérêt aurait notre entité de nous faire aller vers des choses mauvaises pour nous, donc pour elle, hein, soit c'est compris dans le scénario de départ. Tu vas mourir d'une mort violente et c'est une expérience que je veux avoir. Tu vas être mort-né. Tu vas souffrir d'une maladie longue. Bon, ça peut faire partie d'une expérience qu'on choisit avant de venir et qu'on va donc vivre le mieux qu'on peut. La possibilité de guérir d'une maladie longue, Seth l'a toujours dit plusieurs fois, c'est possible. C'est pas parce que l'entité au départ a dit tu vas avoir une maladie longue que on va en souffrir tout le temps et qu'on est obligé d'aller jusqu'au bout de cette souffrance et d'en mourir. Il est possible de changer notre compréhension de ce qui nous arrive et donc de changer complètement l'histoire initiale. Là, je parlais pas de ça. Là, je parlais vraiment de suivre nos intuitions, de se dire qu'on peut effectivement capter des informations qui seraient les messages descendants dont je parlais, de l'entité vers moi, la personnalité, mais que ces messages sont forcément bienveillants, sont forcément pour nous amener dans une construction. La seule hésitation là que j'ai, c'est parce que nous, on comprend dans notre vie physique, on a mis la notion de bien et de mal, qui n'existe pas a priori pour les entités. C'est-à-dire de mourir d'une mort violente, est-ce que c'est bien ou mal? La guerre, est-ce que c'est bien ou mal? Au-delà de la règle du jeu qui est normalement de préserver la vie, une expérience en vaut une autre. Encore une fois, pour l'entité. Donc elle n'a pas forcément conscience, c'est-à-dire même avant de se réincarner, quand on est entre deux vies et qu'on est en train d'écrire le scénario de ce qu'on va vivre, on n'a pas non plus conscience de la difficulté du scénario dans lequel on va se personnaliser à la suite. C'est pour ça des fois il y a des gens qui ont des vies très très compliquées à gérer, et alors qu'ils se plaignent à Dieu, à plein de personnes, c'est la faute aux autres, c'est la faute à ci, à pas de chance, au hasard, la vie est dure, etc. Mais Seth nous disait dès le début du livre, mais là c'est juste que vous manquez de compréhension dans votre responsabilité, parce que c'est vous qui avez écrit le scénario. Vous êtes peut-être en train de vivre une vie compliquée, et là j'en parle vraiment froidement, hein, je dirais, je vous dis ce que j'ai compris du livre de Seth, mais les mots sont quand même très très clairs, hein. Ne vous dédouanez pas de ce que vous êtes en train de vivre, car vous créez votre propre réalité. Ça, il le dit depuis le début du livre, il va le dire jusqu'à la fin, de plein de manières différentes. Vous êtes donc responsable de tout ce qui vous arrive. C'est décidé à un niveau inconscient, et c'est ça qui nous chamboule. C'est ça qui est dur. Quand on est en train de vivre quelque chose de compliqué, on n'a pas conscience qu'on l'a choisi, qu'on s'est dit, ok, top là, on va essayer. Parce qu'on est en train de créer notre rôle. Parce qu'un auteur, quand il est en train d'écrire une pièce de théâtre, il n'imagine pas forcément après l'acteur en train de jouer la scène. Ou parce qu'il sait que ça va être un peu factice, parce qu'il y a les effets spéciaux, parce qu'il y a le cascadeur, parce que
Parce qu'on peut essayer d'améliorer la situation. Mais là, il nous dit, on est en train d'apprendre en agissant. Et des fois, quand on est dedans, plongé à fond dans l'émotion, dans la scène, waouh, c'est dur, c'est super dur. Et on n'en a juste pas conscience au moment où on écrit le scénario. C'est ce décalage-là qui fait que on se retrouve dans des situations dans nos vies qui nous semblent intenables, insupportables. Et pourtant, ce serait le but de la vie, de venir expérimenter quelque chose. Donc, on se dit à des moments, mais waouh, je suis complètement fou. Alors, moi, mon entité, mon moi complet, j'ai voulu expérimenter quelque chose de super dur. Pourquoi ? Là, ça me fait penser à... Je suis en train de relire en ce moment, en parallèle, le matériau de Seth. Et il y a un chapitre où Jen explique que Seth, justement, c'est par rapport à la réincarnation, il explique ça pour plusieurs cas de personnes qui sont venues consulter, notamment dans le cas de... Il y en a un, c'est un enfant qui est mort très jeune, à 3 ans, je crois. Il était très intelligent, très brillant, les parents étaient waouh, vraiment, ils sentaient, il y a un enfant, il a un truc extraordinaire, et il est mort dans une nuit avec une maladie un peu foudroyante, un truc un peu anormal. Et Seth a expliqué en disant, mais en fait, c'était sa dernière réincarnation. C'est-à-dire qu'il voulait revenir. Il a vécu plusieurs vies avec vous deux, les parents. Vous aviez eu plein de rôles différents. Vous pouviez, une fois, c'était l'inverse. Il était vos parents, etc. Vous l'avez aidé dans plusieurs vies à évoluer, à comprendre, à développer sa conscience. Et là, il voulait, à travers cette histoire, qu'on peut vivre comme un drame, c'est sûr, il voulait vous poser des questions sur le sens de la vie. Le fait qu'il était brillant, c'est juste, ça montrait qu'il était justement, il arrivait avec plein de bagages, il était dans ses pleines compétences. Et qu'il meurt à ce moment-là, on se dit, mais il y a quelque chose de pas juste. Et c'est cette question-là, c'est ce chamboulement hyper violent, hyper profond, qui fait que ça met en chemin les parents dans leur réflexion. Et donc ça disait, il a fait ça pour vous aider à vous poser les bonnes questions, à trouver les bonnes réponses, en tout cas les vôtres, et en tout cas à évoluer, à vous aider à grandir en tant que entité, en tant que personnalité aussi, mais puisque les deux sont liés. Dès que la personnalité évolue, l'entité profite de ses expériences. Et donc toutes les autres personnalités de la même entité. Il donnait un autre exemple, quelqu'un qui était marié avec une dame qui avait une maladie orpheline, donc était tout le temps alité, très malade. Et c'est là où Seth, justement, il lui a dit, mais je vais pas donner toutes les explications par rapport à la santé, c'est des chapitres, on y reviendra plus tard. Il disait, mais essayez de vous concentrer, je crois que c'était 3 fois par jour, de visualiser le corps de votre femme et l'énergie de vie qui l'inonde. Voilà, au stade où elle en est, à son niveau de compréhension, elle, je crois aussi, c'était peut-être une de ses dernières vies. C'est que quand on écrit le scénario, on sait que de toute façon on va mourir, et que c'est pas grave, c'est une expérience parmi d'autres, donc pourquoi pas, je vais être 10 ans extrêmement malade. Au lit tout le temps, quasiment en coma. Bon, ce sera ça de vivre, mais c'est pas grave, puisqu'en même temps, j'ai une vie là, c'est super, je suis en pleine forme tout le temps, je meurs à 103 ans. Enfin, voilà, c'est comme si j'étais un artiste et que j'avais toute la série de rôles que j'avais joués, donc je me nourris j'avais un rôle super joyeux dans une comédie en plus qui a bien marché au box-office, ça fait rire tout le monde, c'était très porteur, et qu'il y a quand même une fois je voudrais expérimenter un drame, une maladie longue, quelque chose de difficile. Bon, pourquoi pas ? Après tout, c'est pas obligé de nourrir tous les côtés de l'entité, ça nourrit une expérience parmi d'autres. Donc là, dans ce cas-là,
l'homme était un peu désespéré en voyant sa femme extrêmement malade, et puis il est allé voir Jen en disant est-ce que vous pouvez me faire une session privée, hein? Donc Jen a accordé quelques sessions privées pour des cas vraiment particuliers, quand elle sentait que ça pouvait aider les gens. Alors je dis Jen, mais c'était Seth, hein, elle laissait complètement la main. Une fois ou deux, elle a essayé d'utiliser ses propres capacités, elle a aidé des gens. Voilà, c'était un peu compliqué à vivre pour elle. Je pense qu'on y reviendra aussi, là on est en train de réfléchir là sur ce livre, le matériau de Seth, qui, plus j'avance dans la lecture de Seth parle, en faisant les guidages, plus je me dis que c'est intéressant de au moins vous donner des résumés par chapitre pour que vous ayez la base, c'est-à-dire que ça représente quand même à peu près 10 ans de la vie, de messages de Seth, hein, ce matériau de Seth, c'est vraiment la base. Et puis aussi, toutes les questions que se sont posées Jen et Robert au début, qui doutaient énormément de ce qui leur arrivait. De voir toutes les expérimentations qu'ils ont fait, les tests, etc. Ils sont allés voir des psychologues. Bon. Voilà, de dire quelque chose là-dessus et de vous le laisser sous forme de vidéo qui soit réutilisable en format assez court, ça me semble vraiment important pour parler de tous ces sujets, dont celui dont je suis en train de parler. Et donc dans un de ces chapitres, c'est pour ça que je vous en parle, il y a cet homme qui est désespéré face à sa femme, et Seth, donc il va faire ces séances privées pour donner des éléments, en parlant des vies réincarnationnelles, en parlant des liens. Pourquoi, dans telle vie, c'est elle qui est malade? Qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Comment ça va vous faire grandir? Mais de toute façon, elle sait que vous allez mourir dans quelques années, une dizaine d'années, peu importe. Vous allez vous retrouver. Et là, vous allez enfin comprendre, si ce n'est pas déjà fait avant, pourquoi elle a vécu cet état de maladie. Qu'est-ce que ça lui a apporté à elle, dans la multiplicité de ses expériences, hein, en tant qu'entité. Et en général, Jen disait à chaque fois, ça aidait énormément, hein, les sessions privées aidaient énormément les personnes, parce que Seth déjà donnait des traits de caractère aux personnes, des fois mais dans un détail extrême. Hein. Vous avez vécu telle chose à tel âge, ça vous a obligé à vivre telle expérience, donc du coup vous avez développé telle capacité. Une fois, par exemple, il parle d'un enfant qui est mort noyé, je sais plus à quel âge, un adolescent, et il explique à ses parents, mais en fait, c'était très très souvent, il était au bord de la mer, il a vécu au bord de la mer, il était marin-pêcheur, et donc c'était mieux pour lui de mourir dans l'eau que de mourir sur la terre ferme. C'était plus noble, plus acceptable. Et donc, dans cette vie-là, même si il habitait pas au bord de la mer, il a choisi de mourir, même assez tôt, pourquoi pas, mais noyé dans un lac. Et ça aide à donner du sens à pourquoi on vit ce qu'on vit, pourquoi on est qui on est, pourquoi les autres ont ce lien-là avec nous. Hein, c'est tout ça qu'explique Seth. Hein. Qu'est-ce que c'est la vie? Pourquoi on expérimente ce qu'on expérimente? Parce qu'une grande partie des liens qu'on a dans cette vie-là vient d'autres vies. Les liens humains, les personnalités. On ne finit pas par hasard avec telle ou telle personne. Quand on parle du coup de foudre, ou quand on parle, voilà, on croise le regard de quelqu'un, sans parler d'amour forcément, c'est en général parce que on connaît déjà cette entité-là, sous une autre personnalité, dans une autre vie. Mais il y a un lien qui se reconstruit assez vite. Et donc, ah ouais, avec lui, c'est... comment on dit... oui, c'est complètement intuitif, quoi. On a une relation, on a l'impression de se connaître depuis tout le temps. C'est hyper fluide, alors qu'avec lui, on se comprend pas. On se comprend pas. Je pense qu'en grande partie, on peut l'expliquer avec ces liens réincarnationnels qui se transmettent d'une vie à l'autre, qui se construisent. Donc c'est vraiment toute cette expérimentation qu'on est en train de vivre. Et Seth, justement, il conclut ce paragraphe-là. Donc voilà, un paragraphe moi que je trouve très lourd de sens. Il parlait de donc la personnalité multidimensionnelle. Et il disait, elle essaie une variété infinie de poses, d'attitudes, de comportements. Et, en conséquence, elle en modifie certains. Là, c'est intéressant de voir que Seth, il nous parle avec
toujours ces notions de temps pour qu'on comprenne. Donc la personnalité, il dit qu'elle essaie une variété infinie de poses, d'attitudes, de comportements, et en conséquence, parce qu'elle a expérimenté ce qu'elle a expérimenté, plusieurs vies en parallèle, malgré tout, elle en modifie certains. Ça va la transformer. Elle l'a expérimenté à tel point qu'elle n'a plus envie d'agir de cette manière-là. Que son mode de fonctionnement, volontairement, est modifié parce que elle a vécu telle ou telle expérience. Et donc elle se dit, ça j'ai envie de l'approfondir, d'aller plus loin, de le développer. Ça, non. Ça je l'ai fait une fois dans une vie. J'ai pas envie d'aller plus loin dans cette expérience-là, ce type d'expérience-là. Et donc ça construit sa personnalité, le terme qu'on utilise de manière directe, c'est-à-dire l'ensemble de ses caractères, de son fonctionnement, de son mode de réflexion. Hein? On parle souvent de personnalité, d'une personne humaine, mais Seth nous dit que finalement il y a un lien très fort avec notre entité, et nous sommes teintés énormément parce que notre entité, notre moi global est en train de vivre également. C'est là où on revient sur cette notion de lien, aller-retour. Et puis, il enchaîne quand même, il y a un lien direct dont je vais terminer sur ce paragraphe-là. Le mot conséquence, entre guillemets, puisqu'il vient de dire, voilà, en conséquence, elle en modifie certains de tout ce qu'elle expérimente. Le mot conséquence implique nécessairement un lien de cause à effet. Et ça, Seth a déjà dit plusieurs fois que ce n'est pas le cas. Donc, cette notion-là ne lui plaît pas vraiment, mais il est obligé d'utiliser des mots, des concepts qui sont dans le monde physique. Il est obligé de respecter les règles du monde dans lequel il donne des enseignements. Si vous vous souvenez, c'était le chapitre 2 ou 3, je me souviens plus, où il parlait de ça, qu'il est obligé de s'adapter à chaque fois, à chaque univers dans lequel il arrive pour donner un enseignement. Quand il est dans la réalité physique, il est obligé d'utiliser des mots. Et les mots sont forcément teintés, ils sont très très subjectifs. Donc, le mot conséquence implique donc nécessairement un lien de cause à effet, la cause puis l'effet. Ce qui indique une mise en place de temps, le temps qui est présent dans la réalité physique, pour que nous puissions appréhender les différents événements. On les a mis sous forme de succession. Et donc il conclut ce paragraphe en disant « Bel exemple d'une déformation inhérente à la pensée verbale, linéaire, et des difficultés qui en découlent. » Puisque je suis obligé de m'exprimer à l'oral, eh bien j'ai aussi des déformations qui sont liées à ça, c'est ce qu'il est en train de dire. Donc il utilise le mot conséquence en sachant que ça induit pour nous directement cause-conséquence, cause-effet. Il y a un lien temporel, quelque chose arrive avant l'autre, et ça structure, c'est quelque chose de linéaire, de relié. Donc, lui dit, voilà, que c'est un bel exemple d'une déformation qui est liée à notre pensée dès le départ, la pensée verbale. Le fait qu'on formalise verbalement, ça déforme, ça induit, ça rend subjectif, donc ça donne un sens très profond, qui n'est pas forcément celui qu'on voulait au départ. À chaque fois que je vais dire un mot, vous allez entendre le même mot, peut-être à votre manière, et donc le sens ne sera pas toujours le même entre moi, l'idée que j'ai au départ dans ma tête, et la manière dont il arrive dans votre tête sous forme de pensée. C'est ça dont Seth est en train de parler. Une déformation inhérente à la pensée verbale, linéaire, et donc les difficultés qui en découlent. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce paragraphe très très dense, très riche de sens, et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de cette séance. À tout de suite.